Que vous avez vu dans ce film, nous allons les retrouver sur ce plateau. Joël Paul d'abord, Georges de Bellerive, le voyant, François Laplantine, qui a consacré avec un certain nombre de collègues 2 ans d'études au cas, disons, de Georges de Bellerive, et puis 2 invités que vous n'avez pas vus dans cette reconstitution, dans ce film. Yaguel Didier, qu'on ne présente plus selon la formule consacrée, voyante, installée à Paris. Et nous avons somme toute 3 générations de voyants. Et Maude Christène, la plus jeune des 3, établie depuis maintenant 4 à 5 ans, à Paris également. Bon, Joël Paul, c'est d'abord à vous qu'il faut s'adresser. Georges de Bellerive, somme toute, vous a sauvé la vie. Tout à fait. Il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Du tout, c'est la réalité. S'il ne m'avait pas sauvé la vie, je ne serais pas là ce soir pour témoigner. Vous ne seriez pas là ce soir. Vous en êtes intimement convaincu maintenant? Je suis très très convaincu. Alors, vous dire que j'en suis certain, il y a peut-être une part de hasard, ça c'est possible. Mais malgré tout, je dois bien dire que quand j'ai refusé de monter dans l'avion, de prendre cet avion privé qui devait partir en Amazonie, c'est essentiellement à la pensée de Monsieur de Bellerive, enfin plus exactement à ses précognitions que j'ai pensé. Alors, s'il vous a sauvé la vie, est-ce qu'il a également, en la sauvant, changé votre vie? C'est-à-dire, depuis cette prédiction, est-ce que vous vivez différemment? Est-ce que vous le revoyez d'abord? Je ne l'avais pas revu depuis 1976. J'avoue que après ces accidents, puisque j'en ai eu plusieurs au cours de ce voyage, je suis beaucoup plus interpellé par la voyance. Et par, vous consultez d'autres voyants si vous n'avez pas vu Georges de Bellerive? Non, je vais même vous dire très honnêtement, j'en ai eu peur. Car j'ai véritablement vécu, si j'ose dire, le futur dans l'immédiat. Et peut-être est-ce une attitude de lâcheté, peut-être est-ce une attitude encore d'un trop grand scepticisme, mais j'avoue que plus le temps passe, plus je regarde cette science qu'est la voyance de près, sans faire de jeu de mots, je me pose beaucoup de questions. Georges de Bellerive, vous qui avez sauvé la vie à Joël Paul en quelque sorte. Hein? Je ne peux pas le croire. Ouais. Pourquoi vous ne pouvez pas le croire? Vous ne croyez pas à votre art? Non, mais je pense quand même que le divin y pourvoit. Je ne pense pas que ma modeste personne puisse intervenir. Vous êtes croyant? Oui, je suis croyant, oui. Dans l'exercice. Et quelquefois pratiquant. Et je crois pratiquer une forme de fraternité, une forme de, comment dirais-je, de courant, de sympathie, voyez-vous, qui est donc bien autre chose que la démarche, je dirais, habituelle. Voyez-vous, voilà, moi, j'ai le sentiment presque, ça paraît idiot, mais j'ai le sentiment presque d'être là pour échanger, pour un accueil, pour me faire aimer, et j'aime aimer, voyez. Il arrive que vous ne voyez rien. Ah ben, on l'a vu dans le malheureusement, film, ça m'arrive assez fréquemment. Et comment vous l'expliquez? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas démonter la mécanique. Je ne suis pas technicien. Mais la voyance est un phénomène intermittent. Enfin, il suffit pas de nous mettre une pièce de 100 sous. Enfin, quand même. Non, c'est autre chose. Yaguel Didier, ça marche mieux quand c'est des voyances spontanées ou quand c'est à la commande? Ça dépend, parce que quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, c'est évident que c'est à la commande. Mais je crois que, puisque la personne a rendez-vous, mais en ce qui me concerne, je sais que je renvoie énormément de monde, une personne sur 4 ou 5, ce qui est quand même beaucoup. Parce que là Pourquoi? aussi, ça dépend. Parce que, vous savez, je dis, la voyance, c'est aussi l'empathie. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec l'autre. Puis il y a des moments, la personne qui est devant vous est tellement dans un état, entre autres, de stress, vous ne pouvez pas voir. Je veux dire, il faut qu'il y ait cette espèce de fusion. S'il n'y a pas fusion, s'il n'y a pas harmonie, c'est comme l'amour. C'est parce que je dis toujours que la voyance est une histoire d'amour. On ne peut pas voir. Et puis ça ne se force pas. Et c'est vrai que dès qu'on force une voyance, on se trompe. Je veux dire, vous avez la personne devant vous qui veut savoir, qui veut entendre certaines choses, et là c'est fini. C'est vrai que c'est très spontané. Donc il y a une espèce de hiatus, parce que la personne est là, elle a pris rendez-vous, elle vous attend depuis un certain temps, et puis tout d'un coup, rien ne se passe. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire non, je ne vois pas, revenez, et très souvent, je pense que les gens reviennent, et ça passe très bien. Christine, de dire je vois rien
revenez plus tard. Autant, oui, à peu près dans les mêmes proportions. C'est-à-dire 3 fois sur 5 ? Ça dépend. J'ai pas fait comme vous. Je peux pas véritablement dire 1 sur 5 ou 1 sur 15 ou 1 sur 20. Il y a des périodes où il y a une journée entière où il y aura sur 3 rendez-vous, il n'y en aura pas un de bon. Voilà. Yael Didier, ça vous est venu quand et comment ? Moi, assez tard, suite à une rencontre que j'ai eue avec une astrologue à l'âge de 24 ans, qui, en faisant mon thème, a vu que j'avais un don. Et quand elle me l'a annoncé, je l'ai vraiment pris pour une folle. Et pour moi, vous en étiez jamais aperçu ? C'est-à-dire non, parce que j'étais pas élevée dans un milieu où on parlait de voyance. Vous savez, il y a quand même tout un milieu, il y a toute une éducation. Et comme j'ai eu une éducation assez chrétienne et assez sévère, je dois dire que la voyance, c'est vraiment très... ça sent le soufre. Et quand elle m'a dit ça, bon, je dois dire que ça m'a pas non plus effrayée. Elle m'a donné cette boule de cristal et j'ai eu vraiment des images. C'est quoi votre première voyance ? Vous avez vu quoi ? Oui, dans cette fameuse boule de cristal que cette astrologue possédait, parce qu'elle a été fascinée par le phénomène de voyance, elle me l'a mise dans la main et j'ai vu comme je vous vois. C'est-à-dire c'était un film qui s'est déroulé devant mes yeux, mais très comme la télévision, je veux dire aussi clairement. Et très net. Je veux dire, en fait, ce qui est très étrange, c'est que je m'en suis rendu compte après, c'est mon avenir, j'ai vu d'une façon très symbolique. Est-ce que si demain je décide d'être voyant et que je prends des leçons avec vous trois ou l'un de vous trois, est-ce que je vais progresser ? Est-ce qu'on n'est pas tous des voyants virtuels ? Oui, des voyants virtuels, oui, je pense. Mais si vous voulez, il y a un problème de... Bon, il y a l'entraînement, mais il y a surtout... De même qu'on peut tous virtuellement apprendre à grimper aux arbres, enfin, vous êtes d'accord qu'il y en a qui vont redescendre plus vite que d'autres. Bon, au niveau de la voyance, c'est la même chose. Je pense que tout le monde a eu dans sa vie un truc troublant, le rêve prémonitoire, le serrage de main, on a soudain une intuition. Mais je ne pense pas qu'on puisse véritablement apprendre ça techniquement, qu'on puisse développer des états qui amènent à la voyance. Mais pourtant, quand on s'aperçoit un jour qu'on est voyant, Yael Didier, on est capable de progresser. Oui, parce que cette astrologue, si vous voulez, quand elle a vu que j'étais assez disposée pour voir, elle était même très étonnée parce que c'était la première fois que quelqu'un avait de vraies images dans cette boule de cristal. Mais ça, je ne suis pas scientifique. Et j'ai rencontré par la suite un personnage qui s'intéressait à tout ça et qui m'a dit que la vraie vision très souvent démarrer à travers une surface cristalline, mais qu'au bout d'un certain temps, 1 an ou 2, je n'aurai plus d'image, mais que, ce que disait Maud Christen, j'aurai des sensations, des impressions. C'est exactement ce qui s'est passé. 1 an et demi après, je n'ai plus eu de vision aussi concrète. Vous avez commencé par la BD, vous êtes passé à la littérature. Bon, plus de boule de cristal pour vous. Ça m'appelle une question intéressante. Hein, parce que là, vous différez tous les trois, je crois. Vous, plus de boule de cristal, mais un jeu de cartes qui, quelque part, s'apparente au tarot. Georges de Bellerive, les supports... Apparemment, il ne veut pas en entendre parler. Et Maud Christen, c'est le tarot. Le tarot de Marseille qui permet de délimiter dans le temps un petit peu mieux. Pouvez-vous me répondre chacun, pourquoi est-ce que vous avez tous une attitude complètement différente, une approche différente de ce problème des supports de la clairvoyance ? Parce qu'un compositeur, parce que vous demandez à 3 compositeurs différents comment ils s'inspirent, ou à 3 écrivains différents comment ils écrivent, il n'y en a pas un qui vous dira la même chose. Il y en a un qui vous dira j'ai besoin de silence, l'autre qui vous dira j'ai besoin de travailler dans des cafés, le troisième qui vous dira j'ai besoin de travailler à la machine, l'autre aura une horreur de l'informatique, aura besoin d'un stylo. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose de personnel et qui change aussi au fil des ans. Je pense que vous avez vécu ça aussi. Tout à fait. Vous, Georges de Bellerive, on dit que vous n'aimez pas du tout les supports. Non. Vous, c'est... s'enfiler à main nue, si j'ose dire. Non, oui. Mais au début. Mais je pense que vous avez ici trois personnes qui vraiment sont complémentaires. On va passer à quelqu'un qui, alors, n'est pas du tout voyant, je crois. Vous êtes comme moi. Non, hein. pas du tout. François Laplantine, vous êtes ethnologue. Oui. Vous habitez Lyon. Et avec plusieurs de vos collègues, sociologues, psychologues, psychiatres, vous avez décidé un beau jour d'avoir une approche scientifique d'un voyant, en l'occurrence Georges de Bellerive. Cette étude scientifique, vous l'avez menée pendant 2 ans. D'abord, pourquoi l'avez-vous faite et quels résultats vous en tirez ? Alors, je crois que la première chose à dire, c'est que l'aptitude à la voyance, l'aptitude à la divination, elle est résolument universelle, mais elle est pénalisée, elle est refoulée, elle est découragée dans notre société, et à la répression des uns, va répondre l'engouement des autres. Pourquoi la voyance fait problème ? C'est parce que c'est le phénomène le plus opposé à notre société, à ce qui est opposé, à ce qui est admis dans notre société. Le voyant voyage dans le temps, il anticipe l'avenir, il revient en arrière, et d'autre part, il communique avec les autres. Or, on nous a appris depuis notre enfance, à séparer le passé, le futur, le présent, à séparer l'individu de l'autre. Donc la voyance est perturbante. Au terme de ce travail
je ne peux pas dire qu'on ait réussi à comprendre ce que c'était que la voyance, mais on a réussi à comprendre au moins pourquoi on ne pouvait pas comprendre, parce que tout dans notre société s'oppose à ce type de voyage à travers le temps des autres. Vous dites dans le film que l'on a vu, en ce qui me concerne, je n'aimerais pas être voyant. Pourquoi ? Parce que moi je connais surtout le cas de Georges de Bellerive. Il fait un métier impossible parce qu'il y a des jours où on lui demande de voir et il voit rien, et il y a des jours où on lui demande rien et il voit. Vous faites un métier, je crois que la statistique est difficile, mais on estime qu'ils sont à peu près 50 000 en France, que ça représente 7 milliards de chiffre d'affaires. Vous faites un métier encombré de charlatans, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas vos pouvoirs, mais ce qui est pire, quelquefois de gens qui ont vos pouvoirs, mais qui en usent malhonnêtement, c'est-à-dire d'escrocs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter ces excès ? Informer. Oui. Je pense qu'il n'y a que ça. Oui. Il ne s'agit pas de faire de la répression, déjà parce qu'il y a un type de voyants, comme vous dites, qui sont des escrocs, mais qui attirent aussi un certain type de clients. Oui, c'est vrai, absolument. Il faut quand même. Voilà. On a le client qu'on mérite. On a aussi les clients qu'on mérite un peu. Avant de passer à la suite de Mystère, avec d'autres affaires étranges, mystérieuses, extraordinaires, j'ai quand même envie, Maude Christen, de tenter une petite expérience. Est-ce que vous voulez me suivre ? D'accord. Alors, Maude Christen, je vais vous présenter quelques objets et on va voir si vous arrivez à lire en eux, On va essayer. à les faire parler. C'est des conditions qui ne sont pas évidentes, mais on va essayer. Non, mais c'est courageux à vous d'essayer. Alors, tenez, en premier, voici ceci. Et la sensation que j'ai, la première sensation que j'ai, un sentiment encore un sentiment de danger, mais qui pour moi est quelque chose de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus. Il y a de l'oppression, il y a de la souffrance là-dedans. Mais là, il y a une oppression qui est énorme, énorme. Il y a une tension, une oppression énorme. Il y a des pleurs dans cet objet. Il y a des gens qui ont pleuré là. Si vous voulez, j'ai quelque chose de beaucoup moins délié, de plus précis, enfin, me semble-t-il, Pesant, oui. de plus pesant. C'est lourd, c'est quelque chose de lourd. Il y a une masse de souffrance, de dureté, j'ai l'idée de quelque chose de désertique et de long, si vous voulez. Géographiquement ? Oui, Et géographiquement, vous pourriez le situer ? pays froid, ça pleut, c'est moche, pays triste. Pays triste. C'est drôle, j'ai l'idée de gens jeunes autour. Je vois des jeunes, des bandes de jeunes. C'est pas un truc des barricades de mai 68, un truc comme ça? Non, mais Parce que j'ai le sentiment de gens jeunes. c'est moins tragique. C'est moins C'est tragique. plus tragique, pardon, que les barricades de mai 68. C'est plus tragique, parce que j'ai le sentiment de gens jeunes, de révolte, de cris, vous voyez, vraiment là j'ai une grande violence. C'est formidable, ça. Ça vous convient ce que je Oh, vous tout à raconte, fait. là Bon. Tout à fait. J'aimerais bien un pays. Vous avez dit un pays gris, il fait triste, il pleut. C'est la Pologne, non? Oh là là là, c'est formidable. On arrête là. Je peux pas situer mieux. C'est formidable. C'est un morceau du mur de Berlin. C'est extraordinaire. Là, Ça va, vraiment, là je suis contente. là, vraiment, vous l'avez fait parler. Là, Vous je avez suis parlé de contente. souffrance, Oui. de pression, de gris, de pluie, Là, vraiment... On continue, on enchaîne? On continue. Je veux bien la montre. Ça, c'est beaucoup plus usuel. Alors, ce qui est toujours dangereux en psychométrie avec des objets comme ça, c'est la possibilité de révéler éventuellement des choses qui sont un peu personnelles. Je me méfie un peu de ça. Mais je pense que la personne qui a donné sa montre est OK. Je veux quand même en être sûre. Oui, on lui a Oui. demandé, bien sûr. OK, d'accord. Ben, c'est un objet qui est très chargé affectivement. Ça a été donné par quelqu'un qui l'a aimé ou ça a vécu une période affective importante de la vie de cette personne. C'est marqué affectivement par des sentiments, et par des sentiments profonds et tendres. Ça remonte à longtemps, alors? Oui, ça peut. Ça peut. C'est un objet qui pour moi tourne vraiment autour de l'amour. Je suppose que la personne qui a porté ça
a dû étudier ou lire des heures avec. Parce que j'ai le sentiment de quelque chose qui a été immobile très longtemps, si vous voulez. J'ai des images de livres, de bibliothèques. Je fais fausse route, non? Non, pas du tout. Non. Parce que j'ai idée d'images de bibliothèque. Je pense que c'est quelque chose qui a une grande valeur pour la personne qui la possède. Sur le plan affectif, en tout cas, c'est à peu près certain. Tout à fait. Pour moi, c'est pas une personne... Alors c'est drôle parce que je vois une personne jeune et une personne vieille. C'est extraordinaire. Je vois une personne âgée, une personne jeune. La personne jeune est quelqu'un qui a une grande sensibilité. C'est quelqu'un qui a une grande exigence, qui est subtil, qui a du caractère, qui a peut-être pas toujours un très bon caractère. Mais c'est lié à une sensibilité qui est forte. C'est une âme assez passionnée, si vous voulez, qui porte ça. C'est quelqu'un qui est très attaché à ses racines et j'aurais tendance à penser que cet objet lui vient d'un parent, mais vraiment aimé. Quelqu'un qu'on a aimé, vraiment. On arrête là? On arrête là? Solution Alors là, des jeux quand même? Là, vous avez mis dans le mille, Maude Christelle. Cette montre est à moi. Ah! Oh, je suis désolée pour le mauvais caractère. Non, elle m'a été offerte, comme c'est la coutume dans les familles chrétiennes, catholiques, Oui. à ma communion solennelle. D'où la personne jeune, d'accord. Elle m'a été offerte par mon père, que j'aimais beaucoup, qui est décédé. Que vous aimiez certainement beaucoup, oui, ça c'est sûr. Et cette montre, vous parliez de livres et d'études, elle m'a accompagné dans toutes mes études secondaires. D'accord. Et après, elle a passé plus de 20 ans, 25 ans, au fond d'une boîte. Elle était complètement abîmée. Et elle était donc immobile? Elle était immobile. D'accord. Et c'est mon épouse qui l'a fait restaurer. Et qui vous l'a offert. Et qui me l'a offerte il y a de cela 2 ans. Double valeur affective, d'accord. Bon, là, je suis contente. Là, je suis contente. Bravo. Bravo. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants avec 3 autres histoires extraordinaires.